Bonjour et bienvenue dans ce TD de physiologie animale dont on va voir des rappels sur la membrane plasmique, l'homéostasie et le transport cellulaire. Dans cette idée, on va voir des petits rappels sur l'homéostasie. C'est quoi l'homéostasie? Donc, le milieu interne de l'organisme demeure inchangé même si le milieu externe varie. Ça veut dire que le corps il maintient des constantes physiologiques constantes. Quelques paramètres tels que par exemple la température interne, la glycémie, il les maintenu constantes même si le milieu externe varie. Donc c'est la membrane plasmique qui contrôle cette homéostasie. Parce que la membrane, qu'on voyait dans le schéma, c'est une barrière entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc c'est elle qui va contrôler les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Comme vous voyez, il est formé de bicouches lipidiques avec des glucides et des protéines. Elle permet donc les échanges entre le milieu extra et intracellulaire. La membrane elle est dotée d'une propriété importante, ce qu'on appelle la perméabilité sélective, qui permet à la cellule de laisser donc passer certaines substances et d'en rejeter d'autres substances. Donc la membrane elle a la capacité de laisser passer certaines substances et d'empêcher d'autres substances de passer à travers la membrane. Alors, la membrane, il contrôle le passage de solutés, des éléments nutritifs, des déchets, de milieux intracellulaires ou bien l'inverse. Cette perméabilité sélective est variée entre les différents tissus et différents organismes. La structure de la membrane plasmique, il est formée d'une bicouche de phospholipides entre lesquelles se trouvent les protéines qui facilitent le mouvement de matière. Ça veut dire que la membrane elle est formée d'une double couche de phospholipides en plus de protéines qui permet le passage et le transport de certaines molécules du milieu extra vers le milieu intracellulaire ou bien l'inverse. Le phospholipide, il contient une tête polaire et une queue non polaire. La tête polaire, il attire l'eau, il est hydrophile, alors que la queue, les deux queues non polaires sont hydrophobes. Ils évitent l'eau. Et donc, de ce fait, l'eau se trouve de part et d'autre de la cellule. Et la membrane plasmique est une structure fluide qui est libre de changer de position. On l'appelle une mosaïque fluide. Il est formé de protéines, de lipides, de glucides, de phospholipides. Et elle est fluide. Sa fluidité donc lui permet de changer de position latéralement. Voilà la structure de la membrane plasmique, de milieu extracellulaire, et le milieu intracellulaire, c'est le cytoplasme en jaune, ou bien en orange. Donc la structure de la membrane, on commence de côté gauche. Donc on a les glycoprotéines dans le schéma, vous voyez. On a des glucides en vert et on a des protéines intramembranaires. Vous voyez la protéine qui est à l'intérieur de la membrane. On a aussi d'autres protéines périphériques. Vous voyez les protéines périphériques qui se trouvent de la périphérie. On a ce qu'on appelle des filaments de cytosquelette en jaune. Et on a des glycolipides. Ce sont des glucides attachés aux lipides. On a le cholestérol
Donc vous voyez que la membrane c'est une structure donc mosaïque. Il a plusieurs molécules et il est fluide, ce qui donne donc cette caractéristique de perméabilité et fluide et donc pour la perméabilité sélective pour la membrane, il est dû à cette à la fluidité de la membrane. Donc le transport cellulaire, on a premièrement la diffusion. C'est quoi la diffusion? Les cellules, ils ont des solutés, des solutions à l'extérieur et à l'intérieur. Ces solutions donc sont faites d'eau et de soluté. La solution, elle est de milieu extracellulaire et les deux milieux intracellulaires, donc il y a un échange entre les deux compartiments extra et intracellulaires. Les molécules ont la tendance d'aller d'une zone de forte concentration vers une zone de faible concentration, ce qu'on appelle le gradient de concentration. Notez bien, les molécules ont tendance d'aller à partir de la zone de forte concentration ou de compartiment à forte concentration vers le compartiment à faible concentration, ce qu'on appelle le gradient de concentration. Donc une fois les concentrations s'établissent entre les deux compartiments, ça veut dire que les concentrations deviennent égaux, on a donc un équilibre dynamique. Ça veut dire qu'il y a le même mouvement d'une zone à l'autre. La solution donc atteint l'état d'équilibre. On parle d'un équilibre dynamique. Donc ça c'est le principe de la diffusion. Vous voyez dans le schéma, on a le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire séparés par la membrane plasmique, mosaïque fluide. Au départ, le paramètre temps, au départ, le milieu extracellulaire est plus concentré. Il contient les molécules en bleu. Le milieu intracellulaire, il n'y a pas de molécules en bleu. Donc, dans le temps, en avançant dans le temps, vous voyez qu'il y a passage de certaines molécules de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire à travers la membrane plasmique. C'est donc selon le gradient de concentration. La molécule, il passe de milieu plus concentré vers le milieu moins concentré. Vers la dernière partie, l'état final, on a équilibre entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. On a la même quantité de molécules, donc la même concentration dans le milieu extracellulaire et dans le milieu intracellulaire. Donc on arrive à l'état d'équilibre. Vous voyez donc que la molécule, il suit son gradient de concentration. Elle passe de milieu beaucoup plus concentré vers le milieu moins concentré jusqu'à l'état d'équilibre. C'est le principe de la diffusion. Un deuxième mode de transport, c'est l'osmose. L'osmose est la diffusion passive des molécules d'eau à travers une membrane sélectivement perméable. Ça veut dire semi-perméable. Dans ce cas, l'eau, elle passe d'un milieu moins concentré en soluté vers le milieu le plus concentré. Vous voyez donc dans le schéma, on a l'état initial et l'état final. Donc les deux compartiments P1A et P2B séparés par une membrane semi-perméable. On a le niveau d'eau est égal dans les deux compartiments P1A et P2A. Avec le nombre de concentration en soluté est élevé dans le compartiment P1A. Pourquoi? Si on compte le nombre de points rouges, ils sont beaucoup plus élevés dans le compartiment P1A que dans le compartiment P2A. Donc, dans le compartiment P2A, on a 3, 6, 9 points rouges. Alors que dans le P1A,
On a 3 plus 3, point rouge 6, 9, 10, 13, et donc c'est 18. C'est le double de compartiment pi de A. Ça veut dire que la concentration il est beaucoup plus élevée dans le compartiment P1A que le compartiment P2A. Dans l'état final, vous voyez que le niveau d'eau a diminué dans le compartiment P2B avec une différence de delta H. L'eau, elle passe de compartiment P2B vers le compartiment P1B. Ça, c'est l'osmose à travers la membrane semi-perméable jusqu'à l'équilibre. Ça veut dire que même si on a 9 points rouges dans P2B et 18 points rouges dans le P1B, mais ils ont la même concentration parce que l'eau elle passe vers le compartiment P1B pour le diluer. Donc, à l'étape finale, on a l'équilibre entre les deux compartiments. Dans ce cas-là, la cellule elle perd ou gagne l'eau par l'osmose. Soit elle perd, soit elle gagne de l'eau par l'osmose. Et ça, selon le type de solution. On a la solution isotonique, ça veut dire que le milieu extracellulaire est égal au milieu intracellulaire en concentration de soluté donnée. Hypotonique, le milieu extracellulaire est moins concentré que le milieu intracellulaire. Hypertonique, le milieu extracellulaire est plus concentré que le milieu intracellulaire. Le cas d'une solution isotonique, c'est une solution où les solutés externes sont de même concentration que ceux de la cellule interne. Ça veut dire que la concentration extracellulaire est égale à la concentration intracellulaire. Et donc, il y a le mouvement de l'eau. Il y a le mouvement de l'eau dans les deux sens, sans que les concentrations changent. Voyez dans le schéma, pour une cellule animale, c'est la même quantité d'eau qui entre dans la cellule égale à la même quantité d'eau qui sort de la cellule. Et la même chose pour la cellule végétale, c'est la même quantité qui entre et qui sort de la cellule. Donc, l'entrée et la sortie de la même quantité, ce qui fait qu'il n'y a pas de changement de concentration de concentration intra et extracellulaire. C'est des solutions isotoniques. Pour la solution hypotonique, c'est une solution où les solutés sont de concentration moindre que ceux dans les cellules. Plus de l'eau à l'extérieur de la cellule. Ça veut dire que le milieu extracellulaire est moins concentré que le milieu intracellulaire. Alors l'eau, elle entre dans la cellule. L'eau entre dans la cellule. Vous voyez pour la cellule animale, l'entrée de l'eau, la quantité de l'eau qui entre plus élevée dans la cellule animale. À ce moment-là, la cellule animale peut s'éclater vers la fin. S'il y a continuité d'entrée de l'eau dans la cellule, elle va s'éclater. Alors pour les cellules végétales, il y a l'entrée de l'eau, mais la cellule se gonfle sans éclatement. Parce que la cellule végétale, elle a cette paroi squelettique qui permet de protéger la cellule. Donc, on dit que la cellule est turgescente. Alors, pour la cellule animale, elle va s'éclater. Il y a continuité d'entrée de l'eau dans la cellule. Le cas d'une solution hypertonique, c'est une solution où les solutés sont concentrés dans la cellule. C'est une solution, les solutés sont concentrés que dans la cellule. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans la cellule. Ça veut dire que le milieu extracellulaire est beaucoup plus concentré que le milieu intracellulaire. C'est le milieu intracellulaire, il est moins concentré. Il y a beaucoup d'eau dans l'intérieur de la cellule. Il y a une dilution. Alors que le milieu extracellulaire, elle est concentrée.
On dit que c'est une solution hypertonique. L'osmose indique que la cellule elle perd de l'eau dans ce cas-là. Bien sûr, l'eau elle va partir de la cellule vers le milieu extracellulaire le plus concentré. Donc les cellules animales, elles se rapatissent. Voilà, voici le schéma. Cellule animale, il y a sortie d'eau de la cellule, beaucoup d'eau qui quitte la cellule. Donc la cellule animale se rapatisse. Alors que la cellule végétale, ils subissent la plasmolyse et la plante flétrisse. Lorsque la plante perd de l'eau, elle flétrisse. Et donc, on parle de la plasmolyse. C'est l'état plasmolysé. La cellule perd de l'eau. L'eau, elle sort de la cellule. Vous voyez, la vacuole, elle devient plus petite. Et aussi, il y a la membrane qui se détache de la paroi squelettique. La membrane plasmique se détache de la paroi squelettique. C'est l'état plasmolysé. Troisième type de transport, c'est le transport passif. On a le mouvement net de substance à travers la membrane plasmique sans apport d'énergie. C'est une sorte de diffusion. Ça veut dire qu'il y a des protéines qui interviennent, vous voyez dans le schéma, des protéines qui facilitent le passage de certaines molécules, mais d'une manière passive, sans demande d'énergie. Il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de consommation d'énergie. Il y a des protéines porteuses, il y a des protéines qui forment des canaux, et donc qui facilitent le passage des solutés, donc sans consommation d'énergie. C'est une diffusion facilitée, donc ce qu'on appelle le transport passif. Les protéines de transport, ils font la diffusion facilitée pour certaines molécules ou vecteurs de protéines sans consommation d'énergie. C'est le transport passif. Transport actif. Quatrième type, c'est le transport actif. L'entrée des éléments nutritifs des minéraux en faible concentration à l'extérieur nécessite l'énergie. C'est le transport actif. Dans ce cas-là, vous voyez que la molécule, il va passer de milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. C'est contre le gradient de concentration. C'est contre le gradient de concentration. Par exemple, si la molécule est beaucoup plus concentrée dans le milieu extracellulaire, on va la faire sortir de milieu intracellulaire moins concentré. C'est contre le gradient de concentration. Ça, c'est un transport qui nécessite d'énergie. Vous voyez dans le schéma, on a la protéine porteuse à gauche. Elle va faire sortir une molécule, mais contre le gradient de concentration. Donc, elle nécessite l'utilisation d'énergie. Donc, dans le côté droit, vous voyez aussi une protéine, transport d'ions. Il va faire entrer deux ions, mais contre le gradient de concentration. C'est un transport actif. Elle a besoin d'énergie, donc elle est actif. Dans ce cas-là, premier cas, sympore. On l'appelle sympore parce que les deux molécules ils entrent dans la cellule dans le même sens. Antipore, on a une molécule qui entre et une autre qui sort en même temps. La protéine, elle fait entrer une molécule, elle fait sortir là une autre molécule. En même temps, c'est antipore. C'est les deux transports, c'est un transport actif, elle nécessite l'énergie. Donc, les protéines porteuses se lient en molécules afin d'obtenir d'énergie pour le transport. Exemple, c'est la pompe ionique Na+, K+, déjà vu dans le potentiel d'action. Donc, il travaille contre le gradient de concentration. Elle nécessite l'énergie. Cinquième type, c'est l'endocytose. L'endocytose, c'est donc l'endocytose, le titre, il manque un E. C'est la molécule entre dans la cellule par l'englobement d'une molécule par la membrane formant une vacuole. Ça veut dire que la cellule, elle va
englobé la molécule par sa membrane plasmique, par des pseudopodes, et l'a fait entrer dans une vacuole d'endocytose. On a deux types. On a la phagocytose solide, dans les cas de particules solides ou cellules, par exemple du bactéries entières, donc les globules blancs qui font de la phagocytose, ils digèrent les bactéries. Vous voyez dans le schéma, la phagocytose, on a une particules solides en rouge, on a la membrane plasmique en jaune, vous voyez. Il y a ici une invagination. Cette invagination forme une sorte de vacuole. Elle entoure la bactérie ou bien la particule. Elle part des pseudopodes. Donc c'est d'ailleurs la caractéristique de la fluidité membranaire, ce qui permet à la membrane de prendre ces formes-là. Et donc, on va faire entrer la cellule ou bien la particule solide dans une vacuole qu'on appelle le phagosome, vacuole digestive, à l'intérieur de la cellule. Donc ça, c'est la phagocytose. La pinocytose. Pinocytose, c'est quoi? Pinocytose, c'est petites particules aux gouttelettes ou des éléments nutritifs aux grosses molécules en suspension. Ça veut dire, dans le cas des particules solides, on parle de la phagocytose. Dans le cas des gouttelettes, on parle de pinocytose. Tous les deux, c'est l'endocytose. Ça veut dire l'endocytose, on a la phagocytose et on a la pinocytose. Vous voyez dans le schéma suivant, pour la pinocytose, milieu extracellulaire, milieu intracellulaire, c'est le cytoplasme. On va faire entrer des petites molécules, des gouttelettes, par formation des vésicules, donc qui entourent la gouttelette, il la fait entrer à l'intérieur de la cellule. C'est une pinocytose. Donc pinocytose, phagocytose, c'est deux exemples, deux types de endocytose. L'exocytose. L'exocytose, c'est l'inverse de l'endocytose, c'est l'expulsion des déchets ou l'excrétion des molécules, hormones et des enzymes digestives et l'insuline par exemple, les déchets vers le milieu externe, extracellulaire. Voyez par exemple là des particules, on a l'endocytose, elle va faire entrer la molécule par l'endocytose. Donc on a fusion à l'intérieur de la cellule, on a des lysosomes qui contiennent des enzymes, fusion avec les lysosomes, donc et digestion par les enzymes lysosomales. Ce qui fait après digestion, on a des débris, on a des produits de digestion qui vont être éliminés par exocytose vers le milieu extracellulaire. Donc, vous pouvez voir la vidéo et la revoir et faites une carte conceptuelle. On part de la membrane et on fait sortir tous les différents modes de transport vu dans cette vidéo. Et donc merci pour votre attention.